Je vais être très, très bref. D'abord, je vous remercie d'être là. Je remercie Eric d'avoir organisé cette séance en commission santé. Et simplement, j'ai juste un message à vous dire, puisqu'on va parler des startups, des petites entreprises dans le domaine de la santé en Afrique. Je vais juste vous dire que le CIAN est quelquefois vu comme une association qui regroupe les grandes entreprises. Et ce n'est pas tout à fait exact. Nous accueillons avec beaucoup de plaisir les petites entreprises. Et surtout, nous pensons de plus en plus qu'il va falloir maintenant agir plutôt dans une philosophie de communauté d'acteurs que d'investisseurs esselés. Ce qui était possible il y a 30 ans, dans tous les domaines, mais dans le domaine de la santé aussi, mais sans doute plus possible aujourd'hui. Il y a 30 ans, n'importe qui pouvait dire je fais un investissement, j'ouvre un quai, j'ouvre une école, j'ouvre une usine, je prends mon terrain, je fais mon petite affaire, je développe mon produit commercial, en s'intéressant évidemment à l'environnement, mais le faire seul. Et aujourd'hui, je crois que vu la complexité des problèmes qui sont la lutte contre le réchauffement climatique, qui globalise tout, les questions de logistique avec le digital, etc., par exemple, n'est-ce pas, les problèmes sont globaux. Et donc, il me semble que si on veut conquérir des parts de marché en Afrique, on ne peut plus se contenter d'arriver en posant juste sa solution. Il faut arriver en communauté d'acteurs et pour présenter des solutions. Ça n'est plus des produits, il faut penser les solutions. Le gouvernement ou tel pays ou tel secteur économique a besoin de développer un secteur santé, mais peut-être même assez précis, limité, mais on ne peut plus venir seul. Il me semble qu'il faut qu'on vienne avec 2 ou 3 ou 4 compétences qui vont s'associer. Et donc, si vous partagez cette idée que la communauté d'acteurs est utile, eh bien, évidemment, ça se passe avec des PME et des acteurs locaux. Et donc, c'est vraiment la raison. D'abord, on l'avait dans notre philosophie de s'appuyer aussi sur les petites entreprises, mais on l'a d'autant plus si ce mouvement que je décris est juste. Voilà. Donc, très heureux que j'arrête là, je ne vais pas en dire plus, mais c'était juste pour dire qu'on est vraiment très, très à l'aise avec ce sujet et tu es sans doute précurseur en l'avant fait. Donc, merci beaucoup, merci Eric. Pour ce mot d'introduction qui pose bien aussi. Alors, juste, est-ce que tu me donnes encore, j'en profite. Oui, je prends 15 secondes pour vous rappeler que nous avons le forum du CIAN qui se tient le 18, je crois que c'est un jeudi, le jeudi 18 avril au Novotel Tour Eiffel. C'est la journée, c'est gratuit et ça va être absolument formidable. On a des délégations africaines importantes et le sujet, c'est quelles nouvelles relations devons-nous constituer et créer entre la France et l'Europe et les entreprises et l'Afrique pour répondre aux défis nouveaux qui sont assez clairs depuis 3 ans. Ils sont totalement nouveaux quand même. C'est l'accélération de la lutte contre le réchauffement climatique, c'est le défi alimentaire et c'est les questions de sécurité. Voilà. Et donc, je pense qu'il faut redéfinir un petit peu la relation des entreprises avec l'Afrique. Voilà. C'est de ça dont on va parler. Donc, il y aura des très belles délégations, donc n'hésitez pas à venir. Je répète la date, le 18, non, c'est autre chose. C'est le 18 avril, alors 2023. 2023, voilà, ok. Merci Etienne. Bonne réunion. Bonne introduction. J'aime bien parce que tu as surtout souligné un aspect sur les partenariats. On va en parler beaucoup, justement, sur le fait de ne pas aller seul. Et c'est un sujet qu'on va intéresser. Alors, tout d'abord, merci à tous. Des compétences. Oui, voilà. Exactement. J'aime bien la partie. On va aborder cette thématique. Déjà, pour ceux qui sont venus là aujourd'hui en présentiel, bonjour et merci, parce qu'on sait que c'est pas facile, notamment pour celles et ceux qui viennent depuis Abidjan, qui sont là avec nous pour cette commission santé où nous allons parler d'innovation en santé, mais de manière très concrète sur surtout depuis le Covid, on voit, on observe sur le terrain en matière d'accélération de la transformation numérique de ce secteur de la santé en Afrique, où il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de défis à relever. Il y a le défi des infrastructures, il y a le défi des ressources humaines, le défi des financements et des partenariats. Et donc, pour aborder ce sujet très, très intéressant pour nous, où on va placer les choses du point de vue aussi, non seulement des acteurs de terrain, des startups, parce que c'est un secteur, depuis la pandémie, où il y a émergence aussi, un foisonnement très important, l'émergence de start-up. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les pays. Tout le monde, on va dire, n'a pas la chance de passer toutes les étapes,
Mais ce qu'on observe, effectivement, c'est beaucoup de choses. On aura des témoins qui vont nous en parler. Et avant de leur passer la parole, j'aimerais dire quand même les 2-3 sujets qui nous intéressent au sein de la commission santé particulièrement par rapport à ça. Première chose, il y a un foisonnement d'initiatives. Vous savez que l'e-santé, ça recouvre beaucoup d'usages. C'est depuis les applications mobiles, les mutuelles connectées, le parcours de soins, la téléconsultation, le sujet de la logistique avec le transport par drone. Il y a beaucoup de sujets, y compris la data, la donnée, comment on la constitue, voilà, comment on la stocke et comment ça peut devenir un outil d'aide à la décision. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels il y a aussi des innovations. Donc, il faut déjà faire le tri et puis se poser la question vraiment de quelles sont ces solutions qui arrivent à passer le stade de l'incubation pour aller vers l'accélération, pour trouver leur marché. Comment elles arrivent à accéder au financement, qui est un sujet que nous allons aborder. Donc, il y a le sujet à la fois de l'organisation du secteur de la santé numérique dans les pays et l'autre, un sujet sur les infrastructures, l'organisation et un sujet sur les financements. Donc, on va plutôt structurer notre discussion autour de ces 3 thèmes-là. Mais avant, nous, on a souhaité donner la parole aux acteurs, aux porteurs de projets. Donc, on a la chance d'avoir avec nous Corinne. C'était une promesse que j'avais faite à Abidjan, depuis Abidjan. Et voilà, on l'a tenu. Et je tenais à ce que Corinne Ouattara vienne présenter ce qu'elle fait, parce que c'est une femme entrepreneuse, dynamique, qui lâche jamais rien, et qui a monté une très belle innovation qui s'appelle le Pass Mousso santé, qu'elle va nous présenter. On peut dire d'une manière, c'est un bijou, dans le sens où le dossier médical est sur un bijou au sens littéral du terme, et elle va nous expliquer les fonctionnalités et tout ce que ça permet de résoudre comme problématique. Donc, premièrement, on aura cette session de pitch avec deux startups. Vous allez présenter vos solutions en mettant l'accent sur les enjeux, le problème que vous cherchez à résoudre, en quoi consiste concrètement la solution, et quel est son stade de déploiement, développement. Mettez-les aussi en partageant avec nous l'expérience que vous avez en matière d'accès au financement. Quelles sont les difficultés que vous avez et puis les succès que vous avez aussi rencontrés pour qu'on puisse après avoir une discussion avec vous. Donc, vous aurez chacun 7-8 minutes pour faire ça. Corinne en première position. Ensuite, on aura donc il est avec nous depuis Paris. Il y a Philippe Olanja qui a monté une solution au Cameroun de service à domicile, service de soins à domicile. Donc, il a monté ce qu'on appelle l'hôpital à domicile. C'est révolutionnaire. Il a même été primé récemment à l'Africa Investment Forum comme l'une des solutions coup de cœur. Et je suis ravi que Philippe puisse nous rejoindre et on lui donnera la parole aussi dans la session de pitch. Donc, premier temps, session de pitch, discussion. Troisième temps, analyse avec Fabrice Rigaud de la Chambre des commerces et d'industrie de Paris qui travaille sur les sujets d'innovation de manière large avec les startups et les PME, avec qui je travaille depuis quelques temps maintenant sur la thématique des partenariats Europe-Afrique dans le domaine de l'innovation et le sujet des financements. Donc, il va nous apporter un éclairage là-dessus et on finira peut-être sur des initiatives aujourd'hui à mettre en place pour vraiment accompagner tout ce travail des startups prometteuses dans la santé. Je pense que le CIAN a aussi certainement un rôle à jouer dans sa présence aussi avec ses membres. Un certain nombre d'acteurs que nous sommes peuvent aussi contribuer à cette dynamique-là. En Afrique francophone, je termine là-dessus, quand on regarde les financements, tout ce qui va dans l'innovation santé sur tout le continent africain, savez-vous quel pourcentage de ces financements vont dans les pays d'Afrique francophone? 20%. 10%. Donc 10% seulement, c'est faible. On va voir pour quelles raisons. Parce qu'il n'y a pas que la question de la langue, il y a aussi d'autres sujets. Évidemment, la langue des investisseurs dans ce domaine-là, c'est de l'anglais, mais c'est pas que ça. C'est pas que ça, on va voir en tout cas. Donc, Corinne, on va commencer avec toi. Je te laisse. Donc, tu as une présentation, tu fais ton pitch.
comme tu as l'habitude de le faire, tu nous expliques comment est venue la solution, tu nous racontes l'histoire. La seule chose, c'est qu'on est limité dans le temps. Et si tu peux nous raconter une belle histoire qui explique aujourd'hui l'impact aussi qu'apporte ta solution, je serais ravi. Je te remercie encore d'avoir fait le voyage depuis Abidjan. Vas-y, à toi. Alors, bonjour, et donc je suis Corinne Ouattara. Je présente le Pass Santé. Donc, le Pass Santé, je commencerai par situer le contexte. Et le problème, c'est de dire qu'aujourd'hui, de milliers de personnes, d'urgentistes, de pompiers sont confrontés à cette difficulté de prise en charge des patients qui bien souvent arrivent inconscients et dont on n'a aucune information. Donc, ça les mène directement au problème et la véritable difficulté pour les professionnels de santé à prendre en charge une personne donc qui arrive inconscient dans un centre de santé, on ignore tout sur son parcours, ou encore même, on dira même en pleine crise sanitaire, comment l'assister quand on n'a pas l'historique de ce patient, surtout qu'à un moment donné, on nous disait que ce patient, les patients, les personnes les plus exposées, c'est celles qui avaient des affections chroniques, asthme et tout ce qu'on ne suit pas derrière. Donc, tout de suite, on a pensé ce projet, donc le Pass Santé. Donc, je pourrais dire que c'est depuis 2014 qu'on travaille sur ce projet. Donc, le Pass Santé. Donc, c'est quoi le Pass Santé? C'est vrai que j'ai pas suivi la présentation par derrière pour dire que je suis dans la e-santé quand même depuis près de 10 ans, on va dire. Donc, je travaille sur ce secteur-là. Donc, le Pass Santé, pour moi, c'est un carnet de santé électronique qu'on a mis en place, donc qui coupe une plateforme qui est en même temps mobile et en même temps web. Donc, on la coupe à un support. Donc, le support, il est multiple. Donc, il peut être comme le bracelet que je porte, ou encore un médaillon. Bon, là, aujourd'hui, je n'ai pas porté mon médaillon, ou un médaillon, ou encore, comme récemment, une carte. Donc, il y a plusieurs devices qui accompagnent le support. Donc, il est donc, on va dire, à l'appréciation de la personne qui le veut. Moi, je le porte en silicone parce que je ne l'enlève jamais. Il y a certains qui en commandent en argent, en or. Vraiment, l'idée, c'est de pouvoir lier utilité et puis esthétique, c'est-à-dire permettre la mobilité de l'information où qu'on soit et que soit à même de partager l'information du patient, tout ça. Donc, comment ça fonctionne, c'est de la voir, c'est ce qu'on le dit généralement, c'est de la voir ce soir à tout moment, rentrer les premières informations, nom, prénom, personne à contacter, groupe, affection chronique qu'on connaît déjà. Et puis, par la suite, les mises à jour se feront par les professionnels de santé qui ont un accès sur la plateforme pour pouvoir enregistrer les informations pour un cas de consultation ou quand on travaille avec des partenaires comme on va dire que d'autres, par exemple, de la télémédecine, la téléesthétique, pouvoir stocker les informations après pour la mise à jour. Donc, si je suis la chronologie que tu m'as donnée tout à l'heure, donc c'est l'histoire en fait du projet, c'est comme ça qu'il fonctionne. Où nous en sommes aujourd'hui, je vais dire qu'aujourd'hui, après plusieurs phases pilotes, on a pu avoir une convention avec le ministère de la Santé. On a pu avoir une autorisation du régulateur parce qu'on travaille sur des données à caractère personnel, donc on a pu avoir une autorisation nous permettant de pouvoir travailler. On a pu avoir plusieurs centres de santé qui nous font confiance, qui travaillent avec nous, des populations, près de 30 000 personnes sur la plateforme. Aujourd'hui, on a plusieurs conventions aussi avec les corporations médicales, donc l'ordre des médecins, le syndicat des médecins, toute cette corporation-là qui aujourd'hui fait confiance à la solution, avec qui on travaille. Des institutions, on va dire, comme l'OIF, comme l'OMS, des institutions avec qui on a pu, je pense, faire une phase pilote lors de la riposte crise sanitaire pour montrer qu'on peut travailler même en distanciel en cas de confinement pour faire de la surveillance. Et puis, voilà ce qu'on a pu faire aujourd'hui. Et aujourd'hui, heureusement, on est en train de travailler sur le SIH avec le ministère aujourd'hui qui a décidé qu'on puisse intégrer le SIH. Donc, depuis, je crois, 2-3 semaines, on est... Qui est le système d'information sanitaire. Voilà. On travaille hospitalier. Donc, aujourd'hui, on travaille sur le SIH avec le ministère de la Santé. Donc, on va commencer un pilote le mois prochain, pardon, au chute de Cocody pour pouvoir vraiment voir comment est-ce que ça s'embarque. Donc, voilà là où on est. Ça n'a pas été facile
pour aller sur l'autre point, donc ça n'a pas été facile. Mais je pense qu'on est allé à un moment où tout le monde n'était pas préparé peut-être à embarquer le numérique et la santé. C'est-à-dire qu'on est allé un peu trop tôt parce qu'après, il y a le temps. Le temps n'était peut-être pas favorable au moment où on travaillait, donc ça a été beaucoup plus long. Si on avait commencé en 2020 avec la crise sanitaire, ça aurait été assez rapide. Donc, quand on commençait en 2014, c'était encore difficile parce que l'un des éléments qu'on n'a pas évoqué, je pense, c'est le changement de comportement. On n'a pas évoqué cet aspect-là tout à l'heure quand on en parlait. C'est-à-dire que tout de suite, on est venu avec une solution, on s'est dit, waouh, ça va révolutionner. Mais on n'a pas pris en compte certains environnements. Au départ, on a pensé à la population, mais contrairement à ce qu'on voit, elle était plutôt partante. Les professionnels de santé, qui est réticent? D'abord, les professionnels de santé, parce que changer leur système de travail, ce n'était pas évident. Après, bon, je comprends, ils sont assez conservateurs, changer tout ce que faire, leur dire, allez informatiser les informations, il faut. C'est pas la chose pour eux qui était la plus facile. Et il faut dire aussi que l'investissement sur l'outil informatique et numérique n'est pas leur premier. Voilà, ce n'est pas la chose la plus importante. Mais je vais dire que c'est bien passé à la fin. En termes d'investissement, je dirais que nous, on s'est auto-investi. Il n'y a pas eu d'investisseurs jusqu'à ce jour. La plupart des investissements, c'est venu de nos grands, des nombreux prix qu'on a remportés. Je pense 10, je veux dire, j'ai compté 15 récemment, je ne sais pas moi. Mais c'est la plupart des grands qu'on a dû réinvestir pour pouvoir aller, sauf, on va dire, pendant la crise sanitaire où l'OIF nous a apporté, je crois, 10 000 € pour pouvoir faire un test dans une zone rurale. Voilà ce que je peux dire. Et puis le reste, c'est les questions. Ok, oui, on va passer, oui. Juste sur le financement, oui. Dans votre modèle, est-ce que vous imaginez que le patient il paye un abonnement ou est-ce que l'hôpital paye un abonnement? Le modèle économique. Alors, le modèle économique, il est double. On a des systèmes corporate où des entreprises le mettent à disposition de leur entreprise pour les systèmes RSE et autres. Il y a la population elle-même qui s'en acquiert parce que c'est un carnet normal, un carnet de santé où il embarque les informations. Donc, le patient vient le prendre à, je crois, c'est 5 € l'année. Donc, il y a une contribution qui est demandée au patient. Qui est donnée au patient. 5 € une fois Non, à l'année. À l'année. Donc, c'est comme un abonnement. Après, il y a des abonnements qui viennent, mais il y a des services qui s'ajoutent. C'est-à-dire, par exemple, quand on a une solution comme Clicodoc qui s'ajoute dessus, parce qu'on a de la téléconsultation qui vient, donc d'autres services pourraient s'ajouter. Mais pour l'instant, ils se comportent comme un carnet de santé avec des abonnements qui sont là. C'est très intéressant. Il y a Clicodoc qui est représenté ici, qui est on va dire que c'est le Doctolib ivoirien avec avec d'autres services, notamment la téléconsultation. Donc, ce serait bien que tu puisses dire un mot, Marie-Laure, par rapport à ça. Mais avant, tu as demandé la parole. Ouais. Non, c'est extrêmement intéressant comme réalisation. Vous parliez des médecins et des professionnels de santé. Dans tous les pays du monde, le problème qu'on a avec ces applications-là, c'est quel incentive des professionnels de santé, surtout les médecins, ont pour renseigner l'information. Je dis souvent, dans tous les pays du monde, le médecin, c'est le sorcier du village, et ses potions magiques. Et le convaincre qu'il faut partager ces potions magiques, c'est difficile. En France, on a eu le problème avec le dossier médical personnalisé, le DMP, qui a été un échec pour cette raison-là. La question, c'est comment vous avez fait, ou comment vous faites, pour donner une incentive, convaincre, stimuler, je ne sais pas comment, les médecins, pour leur dire que c'est bien que vous partagiez l'information pour les autres professionnels de santé, parce que s'il y a un besoin en termes d'urgence, si c'est un malade chronique, plutôt que d'arriver avec un gros dossier papier, etc. Enfin, toutes ces questions-là, vous les connaissez très bien, je vous les vois dans votre regard. Comment vous faites? Parce que c'est comme ça que ça marche, en fait. Alors, je dis qu'on est parti de cas pratiques et de cas qu'ils vivent tous les jours. Très souvent, ils sont, je vais dire pour l'un des médecins, ils sont tout le temps en train de régler des problèmes d'erreurs médicales, des décès de personnes qui viennent se plaindre à chaque fois. Donc, on part vraiment sur des cas qui sont assez morbides, vous me direz, mais très pratiques. Vous venez de perdre un patient parce que, voilà, écoutez, il n'avait pas ces informations-là alors que vous aurez pu lui sauver la vie. Donc, tout de suite, je vous fais la démo, je dis, vous aurez pu optimiser le temps de prise en charge tout de suite, avoir certaines informations. Donc, on va tout doucement leur faire pas prendre toute la solution du coup. Premièrement, ayez les informations de premier secours sur vous. Nom, prénom, groupe sanguin, personne à contacter. On y va comme ça. Ensuite, quand ils ont la solution qu'ils utilisent, écoutez, vous pouvez déjà aussi stocker les informations renseignées pour avoir l'historique de ce patient. Donc, vraiment, on est allé tout doucement. Mais le plus important, c'est qu'on allait à un renforcement des capacités aussi.
Parce que beaucoup, c'est pas le fait de ne pas vouloir informatiser, c'est le fait de ne pas maîtriser l'outil informatique. C'était ça aussi le gros challenge. Donc, on a pris sur nous un gros temps pour pouvoir faire des renforcements des capacités, former les gens à l'outil, à l'informatique. Donc, déjà même les éléments les plus basiques, Word, Excel, les outils de collaboration, leur montrer comment ça fonctionne. Ensuite, les mettre en face d'une solution comme la nôtre et puis dire, on met un patient pour derrière, tester et voir comment est-ce qu'il pourrait se comporter. Donc, vraiment tout doucement. C'était très difficile. Après, la crise sanitaire a accentué les choses parce que je me souviens que j'ai reçu un message qui disait, Corinne, regarde, notre centre est vide. J'ai dit, mais justement, il est vide, personne ne viendra. Parce que pour nous, c'est un nid de Covid. Mais par contre, si je reste chez moi, je peux échanger avec toi, avec mes informations tout de suite. Donc, c'est un peu comme ça qu'on a procédé tout doucement, mais en ne leur faisant pas avaler toutes les solutions, fonctionnalité par fonctionnalité, et puis ils ont compris l'utilité. Ouais, je pense qu'il y a aussi, oui, il y a ces sujets, il y a vraiment l'argumentaire sur aussi le gain de temps que ça permet, l'allègement de la charge administrative pour les médecins, parce que saisir à la mano le dossier, le carnet, et plutôt que de scanner simplement une carte où on retrouve tout le dossier patient, pour le médecin, il y a un vrai gain de temps, une vraie efficacité qui est là. Par ailleurs, je pense qu'il y a aussi le sujet à un moment donné aussi pour eux de savoir économiquement qu'est-ce qu'ils gagnent. Parce qu'on on va pas tourner autour du pot. Il y a toujours ce sujet aussi qui est là et qu'il faut analyser. Mais on va en parler avec Philippe aussi, parce que c'est un point que j'aimerais qu'on aborde tout à l'heure. Marie-Laure, alors oui. J'ai une question encore. Comment on peut garantir la sécurité des données? Alors, ce qu'on a fait… Alors, pensez à vous présenter quand vous… Ouais, s'il vous plaît. Oui, c'est la Noise, POGS, responsable RH pour la… Merci. D'accord. Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est que déjà, pour les données, j'ai dit, quand je commençais, on s'est fait auditer par le régulateur, que chez nous, la RTCI, qui gère tout ce qui est données à caractère personnel pour vérifier vraiment tout ce qui est sécurité sur la plateforme. Donc, on a eu, je crois, 1 mois où tous ces éléments ont été corrigés avec toute l'équipe de sécurité. Parce que derrière, ce qui est bien, c'est que on a développé en interne. Nous avons des développeurs en interne. Donc, on n'a pas externalisé les services. Et on a des équipes qui sont vraiment dédiées à cela. Donc, on a des pare-feux tous les jours, on a des mises à jour qui se font, mais également, on donne des accès par niveau. Donc, je donnerai un exemple tout simple, c'est que l'urgentiste, personne qui va consulter, elle a accès à juste un premier niveau. On a l'infirmière qui verra peut-être tout ce qui est constant et qui n'ira pas beaucoup plus loin. On aura le médecin qui verra toute la genèse. Et pour des personnes qui ont des affections, qui ne veulent pas les partager, demanderont l'autorisation pour les sérologies, pour toute autre chose. Donc, vraiment, on est allé à niveau d'accès pour pouvoir sécuriser. Et on est allé avec des combinaisons ID code PIN. Par exemple, dans mon bracelet, j'ai un PIN et un code PIN pour ne pas permettre à ce que tout le monde en même temps fasse des combinaisons. Voilà. Donc, on a fait une double combinaison pour essayer de sécuriser certaines informations. OK, on va s'arrêter là parce qu'il y a d'autres points de discussion qu'on va enchaîner dans un deuxième temps. Moi, j'ai quand même le sujet, tu l'as rapidement évoqué, tu as dit 30 000 utilisateurs, mais jusqu'à présent, autofinancement. Ça veut dire qu'avec toute la reconnaissance internationale, parce que le Pass Moussous a été primé, tu te rappelles, 15 fois par de grands prix internationaux, il n'y a aucun financement, même localement de Côte d'Ivoire ou des ministères en charge de ça en Côte d'Ivoire, aucun acteur aujourd'hui qui a fait le pari d'investir dans cette solution? Alors, au niveau institutionnel, non, c'est juste un apport institutionnel. Depuis le mois dernier, on a un groupe avec qui on échange justement, on a déjà intégré, il faut juste formaliser, mais de 2014 à aujourd'hui, il n'y avait personne. Il fallait vraiment montrer que l'intérêt. Mais je pense que moi, je ne leur tiens pas rigueur. Je me dis, ils voulaient voir jusqu'où je croyais au projet, jusqu'où le projet irait. Ils voulaient voir ta résilience, tu l'as montré maintenant. Mais au niveau institutionnel, c'est vraiment l'accompagnement institutionnel, l'accompagnement politique. On a toutes les conventions, les autorisations. Et je pense qu'aujourd'hui, en nous demandant de nous embarquer dans le SIH avec le ministère, avec l'État, c'est déjà quelque chose qui se fait. OK, donc c'est très bien. On va garder quelques questions au chaud. Surtout contribuer, hein. N'hésitez pas, parce qu'il y a encore plein de choses qu'on n'a pas vues. On va
passer à Philippe s'il est avec nous. Hein. Normalement, il ne s'est pas déconnecté, j'espère. Voilà. Donc, Philippe, c'est un médecin, entrepreneur. Il gère une start-up et il a monté au Cameroun un concept qu'on va dire révolutionnaire. Il va nous dire pourquoi c'est révolutionnaire. Donc, Philippe, je crois qu'il a une présentation aussi. Il va nous présenter sa solution d'hôpital, de soins à domicile et d'hôpital connecté. Donc, Philippe, à toi, tu as 5 minutes. Voilà. OK, merci Eric. Bonjour à tous. Effectivement, je suis le docteur Philippe Oranja, je suis médecin de profession et promoteur de l'entreprise e-Santé Cameroun. e-Santé Cameroun est une entreprise dont l'objectif principal est d'améliorer l'offre de santé au Cameroun et en Afrique par le biais des nouvelles technologies de l'information. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous ne mettons pas un accent particulier sur un seul aspect de l'amélioration du parcours de soins, de la qualité des soins en Afrique. On veut intervenir dans tous les éléments de la prise en charge des patients en participant à travers le digital à une amélioration continue. C'est dans cet ordre d'idées que nous avons identifié tous les problèmes qui se ressentaient principalement dans le secteur sanitaire au Cameroun, particulièrement où nous sommes actuellement présentés. Et il s'agissait principalement des files d'attente interminables dans les hôpitaux parce qu'il n'y avait pas de personnel. Durant la crise sanitaire, il y avait le risque de contamination qui est dû au COVID pour les patients qui n'étaient pas COVID et qui partaient se faire hospitaliser. Et du coup, un cluster se créait et ils avaient des infections qu'ils allaient développer secondairement. Il y a le coût des soins élevé qui est élevé dans les hôpitaux publics, tout comme dans les hôpitaux privés. Et il y a la perte de temps et d'argent pour les entreprises qui, la plupart du temps, il faut le savoir, au Cameroun et en Afrique en général, ce sont les entreprises qui payent des assurances santé pour les employés et leurs familles qui perdent du coup beaucoup d'argent à cause de cette surconsommation due à la prise en charge presque éphémère de certaines pathologies qui reviennent couramment. Du coup, comme solution, nous avons pensé à mettre en place un système de médecine à domicile, de consultation médicale de soins infirmiers, d'examen biologique à domicile, des systèmes de téléconsultation médicale par des médecins nationaux et internationaux et une carte de santé low cost pour un suivi de médecine de famille. La médecine de famille ici qui se veut préventive et des logiciels médicaux également pour aider les institutions et les hôpitaux à se digitaliser. Donc, le marché dans lequel nous évoluons aujourd'hui, c'est principalement le marché camerounais, qui, d'après les toutes nouvelles identifications, au moins 28 millions de personnes seulement au Cameroun. Mais nous ne cherchons pas forcément à commercialiser aujourd'hui tous nos services auprès de la population générale. Parce qu'il faut se le dire, la capacité d'achat en termes de consommation au niveau de la population générale en 2005 était d'environ 8 € par an, par personne, en termes de dépenses liées à la santé. Sachant qu'en Afrique et au Cameroun, dans plusieurs pays, il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas de couverture santé universelle. Du coup, aller principalement vers la population générale pour leur proposer des services qui sont au-dessus de leur capacité d'achat, c'était presque perdre du temps. Du coup, nous avons segmenté nos différents services. Aujourd'hui, nous avons la médecine à domicile qui a un coût parce qu'aujourd'hui, ça rime à la clientèle, à la tarification des cliniques privées qui reste quand même assez élevée pour la population générale, qui est orientée principalement vers les patients qui ont une assurance maladie. Au Cameroun, qui représente environ 2,2% de la population, mais pour un chiffre d'affaires de plusieurs millions d'euros. Donc aujourd'hui, nos offres de médecine à domicile se tournent principalement vers ces gens qui ont une assurance maladie, mais nous avons quand même des services secondaires qui se tournent vers des patients qui n'ont pas d'assurance maladie, tels que la téléconsultation, à des coûts qui restent relativement réduits. Maintenant, en considérant cette taille de marché, on se rend quand même compte qu'il y a beaucoup de besoins. Il n'y a pas assez d'hôpitaux, il n'y a pas assez de lits d'hospitalisation, mais les institutions en Afrique et au Cameroun ne peuvent plus se permettre d'employer des médecins. Du coup, on a des médecins et des infirmiers qui vont sortir de leurs écoles de formation, mais qui ne pourront pas être recrutés pour travailler dans les hôpitaux publics ou privés et se retrouvent au chômage. Actuellement, au Cameroun, on décompte presque 2000 médecins
et plus d'infirmiers encore qui n'ont pas d'emploi avec des contrats fixes. Donc, il découle donc de là l'opportunité d'entreprendre, qui est celle-là. Nous avons un marché qui est celui des assurances privées, qui sont couvertes pour la plupart par des multinationales qui sont représentées en Afrique et qui fournissent à leurs employés, à leurs familles, une couverture santé qui est quand même de très bonne qualité avec des primes d'assurance qui peuvent aller jusqu'à 50 000 euros par an et par personne. Donc, nous, aujourd'hui, notre marché se tourne principalement vers ces clients-là qui sont demandeurs de services de qualité. C'est pourquoi nous nous sommes rapprochés des courtiers en assurance et des assurances avec lesquels ils travaillent pour signer des conventions dans le cadre de la réalisation des prestations de soins à domicile. Les services que nous proposons donc à ces entreprises ou aux employés de ces entreprises-là, c'est principalement la médecine à domicile. La médecine à domicile via une application dénommée Clinicum, qui est une sorte d'hôpital virtuel qui fournit principalement des services de médecine à domicile, c'est-à-dire des consultations de médecins à domicile, 7 jours sur 7, de lundi à dimanche et de 8h à 20h, le prélèvement des examens de laboratoire à domicile, la livraison de médicaments à domicile, la réalisation des soins infirmiers à domicile et les soins de kinésithérapie à domicile. La petite parenthèse que je ferai ici, c'est que pourquoi notre service se développe? Déjà, ce n'est pas un service d'urgence, mais il vient répondre à un besoin réel qui est celui de l'accès à des soins de qualité et en ambulatoire. Il faut savoir que sur 100 patients qui vont dans les hôpitaux, qui vont dans les urgences, vous avez quand même un effectif de près de 47% qui n'auraient jamais eu besoin d'aller à l'hôpital pour se voir soigner. Ils auraient très bien pu être pris en charge à domicile, ce qui augmente les coûts pour l'État, ce qui augmente pour les coûts pour les entreprises qui payent les soins pour leurs patients. Et ça dégrade aussi la qualité des services dans les hôpitaux parce que du coup, le délai d'attente il sera de plus en plus allongé pour les patients qui sont plus urgents et qui auraient pu être pris en charge assez rapidement. Au-delà de la médecine à domicile, nous proposons également la médecine de famille, qui est une médecine préventive à travers une carte de santé. Ici, il s'agit plutôt d'aller vers la prévention des maladies telles que le paludisme et des maladies cardiovasculaires évitables telles que le diabète, l'hypertension et d'autres pathologies. Nous mettons en place un plan de suivi de famille à domicile qui permet d'éviter cette maladie et forcément limiter aussi les coûts tout en diminuant la mortalité et la morbidité. Nous avons des services d'informatique médicale, mais à côté, nous avons également des services de télémédecine. La particularité de la télémédecine chez nous, c'est qu'elle est capable de s'adapter au contexte africain, où lorsque vous avez des personnes qui doivent discuter avec un médecin, qui vont aller sur une application mobile, et à partir de cette application qui nécessite Internet, il faut le savoir que la plupart des gens ne savent pas que pour pouvoir faire une téléconsultation de qualité, vous devez avoir un accès à Internet en haut débit. Il faut savoir qu'aujourd'hui, au Cameroun, on n'a pas plus de 20% du territoire qui est couvert par une connexion Internet de haut débit, ce qui limite véritablement l'efficacité de la télémédecine. Les gens ne vivent pas la télémédecine aujourd'hui comme étant un véritable acte médical. Du coup, nous proposons plutôt des solutions qui s'adaptent en mettant en place un système de téléconsultation par voie d'appel GSM sur des numéros attribués et accessibles parfois juste à partir d'un code USSD où les gens peuvent télécharger ou alors à partir de leur téléphone, ils ne téléchargent rien, ils appellent un numéro et discutent directement avec un médecin. Le business model ici, il est principalement tourné vers les soins à domicile. Nous prenons en fonction des services qui sont rendus, des pourcentages sur toutes les réalisations qui sont faites, en sachant que nous avons des employés permanents qui travaillent pour nous, sur lesquels nous attribuons 100% de ce qui est réalisé à domicile. Mais nous avons également des médecins, un réseau de médecins et d'infirmiers vacataires dans différentes villes qui vont intervenir pour nous selon nos processus opérationnels et sur lesquels nous récupérons 30% des actes qu'ils vont réaliser. La stratégie marketing ici, elle s'oriente principalement vers de la prospection d'entreprises. Nous nous tournons d'abord vers les entreprises en leur démontrant quel est l'intérêt qu'ils ont à travailler avec nous. Aujourd'hui, toutes ces multinationales, parmi lesquelles beaucoup d'entreprises françaises, telles que vous l'avez vu dans l'opportunité d'entreprendre, dépensent énormément d'argent en termes de cotisation d'assurance. Et cette cotisation d'assurance est extrêmement largement dépassée parce qu'il y a de la surconsommation abusive, en sachant que cette surconsommation est principalement due par des hospitalisations abusives.
Aujourd'hui, grâce à notre service, ils arrivent à réduire d'au moins 30 à 35% leur consommation de primes d'assurance et l'année suivante, diminuer leur cotisation d'assurance d'au moins 40%. Mais nous avons également une stratégie qui consiste à aller directement auprès du client et à démontrer les avantages qu'il y a à utiliser la médecine à domicile et la médecine préventive en termes de sécurité, de confort et de qualité de soins. Une analyse rapide de la concurrence démontre que nous avons principalement les hôpitaux privés, nous avons des applications mobiles qui sont développées, mais la réalité reste que les coûts sont très élevés dans les hôpitaux privés, dus à l'hospitalisation abusive, mais également la plupart des applications qui existent sont essentiellement orientées vers Internet. Pourtant, notre service dans son entièreté, que ce soit la médecine à domicile, que ce soit la télémédecine, peuvent être accessibles sans avoir besoin d'Internet, peu importe l'endroit où l'on se situe. L'équipe est principalement constituée de moi, directeur médical et directeur général également, médecin formé au Cameroun, mais également titulaire d'un diplôme universitaire de santé connectée obtenu à l'Université de Paris, mais également de plusieurs collaborateurs et partenaires qui ont des formations sur le plan commercial et également sur le plan du management. En termes d'indicateurs de performance aujourd'hui, après 4 années d'existence, nous sommes capables d'attester que nous avons signé au moins 5 contrats avec des compagnies d'assurance qui exercent à l'échelle panafricaine. En termes de nombre d'utilisateurs, nous avons au moins 25 000 utilisateurs sur nos 2 applications, donc Clinicom et e-Santé Cameroun. Aujourd'hui, au Cameroun, nous soignons environ une 50aine d'entreprises, parmi lesquelles des entreprises qui appartiennent certainement au CIAN aujourd'hui. En termes de consultations réalisées, nous avons plus de 3 000 consultations faites à domicile, plus de 80 000 examens prélevés et faits à domicile. Nous avons plus de 60 000 soins infirmiers faits, mais avec un nombre d'incidents majeurs zéro. On n'a pas eu un seul cas d'incident majeur depuis que nous réalisons autant pour moi des soins à domicile. Et sur le plan du chiffre d'affaires, bon, avant de passer au chiffre d'affaires, en termes d'accompagnement d'investisseurs, aujourd'hui, nous sommes soutenus par IEP, investisseurs et partenaires internationaux qui nous accompagnent à travers son plan d'amorçage à la structuration de notre entreprise et de gros investissements ont été faits afin de structurer et de formaliser tout ce qui se fait en termes de médecine à domicile au Cameroun aujourd'hui. Et en termes de chiffre d'affaires, sans une grande action marketing majeure. En 2021, on comptait près de 30 000 $ de chiffre d'affaires. En 2022, nous sommes passés, sans action marketing majeure, à 75 000, ce qui représente une croissance de plus de 100%. Et aujourd'hui, nous prévoyons, si aujourd'hui on arrive à conclure ces levées de fonds, de faire au moins un chiffre d'affaires de près de 440 000 $ seulement au Cameroun et de pouvoir nous étendre à hauteur de 1 200 000 $ si aujourd'hui on pense Afrique et qu'on a les moyens de nous déployer dans toute l'Afrique, considérant que les besoins aujourd'hui ne sont pas seulement les besoins du Cameroun, mais il s'agit bien des besoins qui sont retrouvés dans toute l'Afrique en général. Merci. Merci Philippe. Il me vient peut-être l'idée de te recruter pour faire le développement de nos structures, hein, parce que c'est assez remarquable, en tout cas, à la fois la réponse qu'a apportée par rapport aux enjeux et aux défis que tu as rappelés au début, et de voir que cette solution, non seulement elle répond à des besoins, mais qu'elle a un véritable modèle économique qui permet de travailler aussi avec les entreprises et l'approche dans la santé familiale qui est aussi très, très intéressante. Donc, on va ouvrir un tour de questions comme pour tout à l'heure. Et voilà, Étienne. Une question, d'abord, bravo de votre initiative, très impressionnant. Et je pense que vous apportez une solution dans le cadre de ce que je disais tout à l'heure. Donc, ça rentre bien dans la communauté d'acteurs. J'ai une question, vous avez cité à plusieurs reprises la question des hospitalisations abusives. Donc, on voit bien le mal que ça va apporter au plan global, le coût financier global du système de santé. Et deuxièmement, ça prend des places, etc. En revanche, je ne comprends pas comment ça se déclenche. Est-ce que c'est le malade qui pousse ou est-ce que c'est l'hôpital, et probablement privé, qui veut faire du chiffre d'affaires? C'est assez surprenant, cette notion d'hospitalisation abusive que vous avez citée assez lourdement. Est-ce que vous pouvez juste nous éclairer là-dessus? Oui, effectivement, la notion d'hospitalisation à domicile, elle revêt 2 aspects. Abusive. Hein. Non, en fait, Philippe, la question, tu as parlé d'abus, en fait,
Oui, effectivement. Oui, la notion d'hospitalisation abusive, elle est liée à deux principaux aspects. D'abord, il y a le volet purement médical. Dans quel sens? Dans le sens où, aujourd'hui, en termes d'indication d'hospitalisation, dans le contexte européen, il y a des indications strictes d'hospitalisation qui voudraient que on hospitalise le patient que lorsque le traitement, même injectable parentéral, a échoué, que lorsque le patient ne présente que des signes de gravité. Mais pour pouvoir faire ça, pour pouvoir appliquer ces indications-là, il faut avoir une offre de soins ambulatoires efficace. Par exemple, avoir un système d'hospitalisation à domicile fonctionnel comme en France, ou avoir un système d'hospitalisation de jour fonctionnel comme dans les hôpitaux publics et privés français. Alors qu'en Afrique aujourd'hui, déjà, il n'y a pas véritablement en place un système d'hospitalisation à domicile fonctionnel et il n'y a pas de produit de médecine ambulatoire fonctionnelle dans les hôpitaux publics et privés. Dès lors qu'il n'y a pas ces deux offres-là, la plupart des intervenants sont obligés de convertir chaque indication de traitement par voie injectable en hospitalisation. Donc, c'est d'abord lié à ça, parce qu'il n'y a pas d'offre médicale sur le plan. Ouais, c'est une surconsommation. Voilà, c'est ça. Voilà. Et secondairement aussi, il faut le dire, il y a aussi les privés qui veulent faire du chiffre d'affaires. Ça, c'est une réalité. On a constaté, en travaillant avec pas mal d'assurances, parmi lesquelles certains assureurs que je ne citerai pas, qui aujourd'hui nous mettent en première ligne de consommation de leurs produits auprès de certains de leurs partenaires. C'est parce qu'ils savent effectivement qu'il y a pas mal d'hôpitaux privés qui font de la surconsommation, qui encouragent la surconsommation en hospitalisant même des cas qui auraient pu être pris en charge en ambulatoire. Donc, c'est une réalité. C'est une réalité, voilà. Il y a deux raisons. Oui. OK, donc c'est vrai qu'il y a l'aspect surconsommation qui est lié au fait du manque de services, qui n'est pas abusif, mais c'est la conséquence du manque de services, on va dire, ambulatoires, de centres ambulatoires. OK, est-ce qu'on peut prendre quelques questions de plus? Oui. Il y a quand même un coût du déplacement à domicile. Quand on voit des villes comme Abidjan, ça prend du temps de se rendre à un endroit. Pour les équipes oui, parce qu'on dit c'est moins cher que de recevoir. Mais au moins, à l'hôpital, le médecin, il ne se déplace pas. Il est là et c'est le patient qui fait l'effort de venir. Là, si le médecin doit aller chez le patient, il y a quand même un coût. Philippe, est-ce que tu as bien... Oui. Effectivement, il y a un coût et de façon conventionnelle, il y a ce qu'on appelle l'indemnité kilométrique qui doit être remboursée. Mais aujourd'hui, pour pénétrer un marché comme l'Afrique, on est obligé de ne pas facturer l'indemnité kilométrique. Du coup, au niveau du processus opérationnel, nous avons mis en place une cartographie qui voudrait que nous avons des médecins dans différentes zones qui travaillent pour nous avec un planning d'activité, des process préétablis. Et on demande uniquement aux médecins qui se trouvent dans la zone du patient d'aller intervenir, ce qui limite le temps de déplacement ainsi que les infirmiers. Aujourd'hui, on est capable de ne pas facturer l'indemnité kilométrique par une cartographie que nous appliquons aujourd'hui et qui semble marcher. Mais la plus grosse difficulté reste quand même de mettre en place un système de réco-contrôle pour assurer que ces médecins, lorsqu'ils vont au domicile, respectent bien les manuels de procédure qui sont établis au préalable par l'entreprise, suivant la norme ISO 9001 en termes de qualité de soins que nous sommes en train d'acquérir. OK, merci Philippe. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Philippe sur sa solution? Des points que vous souhaiteriez voir clarifiés? Non? OK, Philippe, j'avais une question par rapport à... tu as parlé de concurrence au Cameroun et tu as mentionné rapidement quelques structures. Comment justement s'organise aujourd'hui, comment se structure aujourd'hui ce secteur au Cameroun? Est-ce qu'il est franchement concurrentiel, dans le sens, voilà, il n'y a pas vraiment au niveau du Cameroun un service public qui référence ces structures et les rend, on va dire, leur donne un agrément?
où chacun, est-ce qu'on a cet agrément qui est donné de manière publique ou est-ce que chacun peut venir monter son service et proposer ses services au Cameroun? Comment est-ce que ça se passe aujourd'hui concrètement? Parce que tu parles de concurrence, est-ce que c'est véritablement un secteur ouvert à la concurrence au Cameroun? Ben, la vérité, c'est comme tu l'as dit, Eric, c'est qu'aujourd'hui au Cameroun, il y a pas mal d'éléments qui n'apparaissent pas dans la réglementation. Même sur le plan médical, en termes de télémédecine principalement, vous n'avez pas un seul texte de loi qui encadre la télémédecine. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des personnes qui vont vers la télémédecine essayent d'avoir des agréments directement auprès du ministère de la Santé, tel que nous l'avons fait également. Mais en réalité, sur le plan de la loi, en cas de problème, ces agréments ne les couvrent pas. Donc aujourd'hui, c'est un projet qui est en cours avec le ministère de la Santé afin de pouvoir mettre en place un texte de loi qui va encadrer l'acte de télémédecine. Mais à côté, nous, sur le plan de la loi en termes de médecine à domicile, actuellement au Cameroun, sur ce qui est prévu par la loi, pour pouvoir réaliser des actes de soins curatifs, il faut être une structure sanitaire agréée. Donc la première chose que nous avons fait, ça a été d'obtenir une autorisation de création et d'ouverture d'une structure sanitaire physique qui existe bel et bien et qui désormais va se déplacer vers le domicile tel que c'est prévu dans la loi, ce qui nous permet de travailler de façon sereine et d'avoir la possibilité d'avoir une assurance de responsabilité sur tous les actes médicaux que nous pratiquons à domicile. Ok, merci. Tu veux dire un mot par rapport à ça? Sur la Côte d'Ivoire, on est dans la même situation où les choses sont un peu plus structurées aujourd'hui? Je dirais que chez nous, c'est un peu plus structuré puisqu'aujourd'hui, il y a la réforme hospitalière qui donne aujourd'hui droit on va dire, qui légitime la e-santé. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, il y a l'article 27 qui dira que tout patient a droit à un dossier patient informatisé, un dossier patient qui soit informatisé ou pas. Il y a également l'arrêté ministériel aujourd'hui qui sur les coûts de la télémédecine. Donc, tout ça aujourd'hui, c'est carrément réglementé. C'est vrai que la e-santé est en pleine explosion, mais je dirais qu'il y a des cadres qui se positionnent pour pouvoir vraiment réglementer. Il n'y a pas longtemps qu'on a mis en place, par exemple, l'association pas uniquement que des startups, mais des solutions, des entrepreneurs qui font de la e-santé, donc accompagnés par le ministère justement pour pouvoir poser justement ce cadre juridique-là, puisque aujourd'hui la Startup Act, la loi Startup Act donne la possibilité aux startupeurs de vraiment se déployer. Donc, ce qu'on permet, nous, c'est qu'en tant qu'entrepreneurs évoluant dans la e-santé, qu'on puisse avoir une réglementation également. On travaille sur les données sensibles. Que dit le régulateur? 2023, par exemple, c'est l'année où le régulateur, donc en l'occurrence l'ARCCI, va plus sanctionner et sévir toute entité qui travaille sur la e-santé qui ne serait pas en règle. Voilà. Okay. Donc, vraiment, le cadre est bien positionné. On n'a pas de problème. Il y a la concurrence, c'est clair. Mais on n'intervient pas comme étant des concurrents, plutôt en tant que complémentaires. Parce qu'il n'y aura pas 20 solutions qui vont être utilisées sur le territoire national. Par contre, on a la possibilité d'avoir des synergies. C'est-à-dire que moi, je suis dans le dossier patient, je suis dans le carnet, je peux travailler avec ceux qui font de la téléconsultation, de la téléexpertise. Certains font de la surveillance. Donc, on essaie de travailler comme ça pour pouvoir avoir un plus grand marché et puis évoluer. Parce que sinon, on ne s'en sortirait pas en fait. Ouais. Ok, d'accord. Moi, je pense que c'est très important de rappeler ça. Et c'est pas le ministère de la Santé qui pilote ça aujourd'hui. C'est plutôt un ministère de la Santé numérique, enfin du numérique, de l'économie numérique. Les deux. Les deux, parce que c'est les deux. C'est l'économie numérique, parce qu'au sein du ministère de la Santé, il y a un département CNDétique et il y a un département numérique. Et au niveau du ministère de l'économie numérique, il gère tout ce qui est réglementation, régularisation, voilà, l'infrastructure. Donc, les deux ensemble permettent de pouvoir travailler. Ok, très bien. Je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres questions dans la salle. Une dernière question pour Philippe, notamment. Alors, rappelez votre nom et votre... Céline Moret, pardon. Voilà. Fonction et compagnie. RGRH et c'est SPI aussi. Exactement. Voilà. Okay. Juste savoir s'il y a un modèle similaire ou si c'est une première au Cameroun, justement, sur cet hôpital à la maison. Est-ce que ça existe dans d'autres pays voisins ou autre part en Afrique? Oui, bon, sur les recherches, il y a des services qui pourraient s'assimiler à ça, mais la plupart du temps, ce sont des services qui restent assez limités au niveau de la globalité du parcours de soins.
C'est-à-dire, vous aurez un service qui va vous dire, OK, j'ai des infirmiers à domicile, un service qui va vous dire, OK, j'ai des médecins à domicile. Et en termes de qualité de soins, ce n'est pas optimal. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes les seuls à pouvoir gérer l'intégralité du parcours de soins, de la consultation à la délivration des médicaments, en passant par la réalisation des soins infirmiers, des examens de laboratoire, de A à Z à domicile. Nous sommes les seuls à avoir cette solution qui est montée sous cette forme-là. OK. Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, moi, j'ai une question pour vous avant de passer la parole à Fabrice, à toi et aussi Corinne, à toi, Corinne, et à toi, Philippe. Qu'est-ce qu'il vous faudrait, puisque vous avez quand même fait ce qu'on veut dire, ce qu'on appelle la preuve de concept de vos solutions. Vous avez montré, toi, avec 30 000 utilisateurs en Côte d'Ivoire, Philippe avec 25 000 utilisateurs. Qu'est-ce qu'il vous faudrait pour passer à l'échelle, faire plus aujourd'hui dans votre business plan? Voilà. En gros, je sais qu'il y a l'argent, mais en plus de l'argent, qu'est-ce qu'il vous faudrait? Alors, bien sûr, c'est vrai qu'il y a de l'argent, mais je dis que pour moi, c'est plutôt l'action marché. C'est surtout ça. Parce qu'on pourrait avoir tous les euros possibles, mais si la possibilité de l'accès au marché n'y est pas, on ne ferait rien. Et je pense que ça va partir de deux choses. Ça va partir d'un partenariat public-privé. Public-privé, parce qu'au niveau du public, ça le permet aux start-up, aux entités au privé de pouvoir ensemble de pouvoir avoir accès à un certain marché, déjà permet des pilotes nationaux déjà, et puis montrer ce qu'ils savent faire et permettre d'avoir un accès. Et au privé, de permettre, c'est-à-dire des grandes entités, par exemple, de permettre à ces solutions-là de pouvoir collaborer ensemble. Il a évoqué quelque chose d'assez important quand il parlait des assurances des mutuelles, par exemple. C'est l'occasion pour elles de pouvoir travailler avec ces solutions pour apporter de la valeur ajoutée. Ça va plutôt faire booster les choses. Une assurance, par exemple, qui a, je dis une bêtise, 1 million d'adhérents, je prendrai le cas du PASS ou je prendrai le cas de Pico ou de tout autre, pouvoir permettre une implémentation de ces solutions-là. Et je dis une bêtise, 1 euro, ne serait-ce que payé par un utilisateur, ça me fera 1 million d'euros. Donc, il y a le revenu sharing tout de suite, il n'y a pas de problème. Donc, chacun gagnerait, ce serait de la valeur ajoutée à de l'autre. Ce serait permettre à l'autre d'être autonome et puis de pouvoir croître lui-même et avancer. Et ce serait permettre également d'avoir un modèle sur lequel on pourrait se calquer. Donc, c'est aussi de l'argent, mais je pense qu'il faut aussi créer les conditions. Juste une question. Est-ce que vous avez des actions sur la visibilité, par exemple, quel est le rôle un peu des réseaux, je sais pas, des réseaux sociaux, etc. Il y a des vidéos qui sont... Elle est très active sur les réseaux sociaux. J'imagine. Je comprends. Très visible. Après, il faut passer carrément à la pub, quoi. L'affichage. Oui, mais justement, c'est comme je disais, c'est comme je disais, en fait, je disais qu'on a travaillé essentiellement sur de l'autofinancement. Donc, on communique en fonction de nos possibilités. Voilà, ouais. Par moment, effectivement, on a fait plein d'émissions de télé, que ce soit sur Canal. Alors, le mardi est venu aussi. Voilà. Le mardi, par exemple, on fera RFI avec, je crois, 3 millions à l'émission. Voilà. Par exemple, donc, on le fait. Voilà, 3 millions de voisins, par exemple. Et plein d'autres choses. Mais après, on essaie plus de faire de la proximité aussi. Je suis active sur les réseaux sociaux, on travaille beaucoup, mais moi, je vais beaucoup plus au contact du patient, par exemple. Je donne un exemple. Moi, je vais en zone rurale. J'irai échanger avec cette femme qui est là-bas pour lui faire comprendre que elle me dira non, je n'ai pas de connexion Internet, c'est difficile. Pour lui faire comprendre qu'elle n'a pas forcément besoin même de l'avoir, il faut qu'elle laisse simplement sur elle parce que le reste, c'est l'acteur de santé qui va l'avoir. Pour lui faire comprendre que, vous savez, les mobile money n'ont pas eu besoin d'alphabétiser toute la population africaine. Mais on a eu une éducation, on a eu de la proximité pour leur faire comprendre comment ça s'utilise. Donc, c'est comme ça qu'on essaie d'avancer. Donc, véritablement, on avance en fonction de nos possibilités. Mais si, par exemple, moi, j'avais un groupe derrière moi, bon, comme récemment, on vient d'avoir et qu'on est en train de travailler, ce serait aller beaucoup plus vite parce qu'on aurait beaucoup plus communiqué, on serait vraiment allé dans l'agressivité comme le ferait quelqu'un d'autre. C'est ça le problème pour nous. C'est-à-dire que l'entrée n'est pas vraiment verrouillée dans la mesure où tout le monde peut venir avec de fortes ressources et puis tout de suite,
Ce que nous on aura comme avantage, c'est l'expérience sur le terrain. Ce serait également l'apport institutionnel derrière. Le capital risque, c'est un partenaire qui rentre dans votre capital ou bien qui vous soutient sous une autre forme? Non, qui vient de notre capital et puis qui nous soutient. Qui vous soutient. D'accord. On va en parler, mais pour revenir un petit peu à ma question, pour repréciser les choses en termes de couverture géographique. Si on parle de 30 000 utilisateurs, en fait, les utilisateurs, ils sont plutôt sur Abidjan aujourd'hui ou sur toute l'étendue du territoire? Tous les territoires. D'accord. Que ce soit Korogo, Séguéla, Boboukou. Oui, il y en a même du Bénin, du Sénégal. Donc, vous avez ce potentiel, j'ai envie de dire, de développement au niveau, avec l'ambition de couvrir complètement le pays. Oui. Avec la solution. Oui, on l'a fait. Okay. On a la possibilité. Donc, c'est sky is the limit, là. Vous pouvez y aller. On peut y aller. OK. Donc, ça, c'est important parce que, justement, la capacité des startups et des solutions à passer ce niveau, je disais, de l'expérimentation du pilote pour aller vers du déploiement plus large, c'est pas qu'un sujet de financement, c'est aussi de capacité humaine, de ressources humaines, d'accompagnement, comme disait Sandrine, peut-être marketing, être accompagné par des gens qui permettent de faire mieux connaître la solution pour les faire pour vous permettre d'accélérer. Il y a Marie-Laure qui est là avec Clicodoc, donc c'est intéressant parce qu'on a parlé en fait, maintenant, vous avez monté une espèce d'alliance des femmes ivoiriennes pour le développement de la santé numérique. Vous allez nous en parler. Donc, Marie-Laure, si tu peux nous dire un mot, justement, de ta solution, mais on va essayer de faire court, et comment vous travaillez en complémentarité pour aussi faire écho à ce qu'Etienne disait, en disant, sur certains sujets, on ne peut pas y aller seul. On est obligé de faire… l'addition des compétences, comme il a dit. L'addition, exactement. J'aime beaucoup le terme d'addition. Et puis 1 plus 1, ça peut faire 3 à la fin. Donc, comment vous faites cette formule-là? Écoutez, tout est parti d'un constat très simple, c'est qu'on ne peut pas réussir un peu partout. Et quand les solutions sont là, il faut y aller. Et raison pour laquelle, avec Corinne, ça date d'un peu plus de 6 mois, où on a eu le contact pour dire, attendez, on a une solution qui nous permet effectivement de prendre des rendez-vous. Mais il y a un sens quand on dit on prend des rendez-vous dans les cliniques, c'est de gagner du temps. Et quand on gagne du temps, on a quand même ce qu'on appelle les dossiers qui sont mis en place. Quand vous avez vos urgences et que le temps de faire sortir votre dossier, c'est très contraignant. Raison pour laquelle on dit, si vous aviez éventuellement la possibilité de vous promener, comme je dirais, je mets ça en guillemets, et de vous déplacer avec un bracelet connecté, il y a du sens. Ensuite, il y a la téléconsultation qu'on a mis en place. Et la téléconsultation, en général, on vous demande quelles sont vos dernières analyses. Je fais le plus simple. Les dernières analyses, vous n'allez pas aller les chercher. Et le plus souvent, quand on fait la téléconsultation, on n'est pas forcément à son domicile. Donc, on s'est dit avec Corinne, on va avoir la possibilité d'avoir ce bracelet qui nous permettra, à l'échelle un peu plus grande que seulement sur Abidjan, de vulgariser, si je peux me permettre de dire ainsi, la téléconsultation via la solution qui est de pouvoir permettre aux médecins, puisque c'est la première prise en charge, de connaître un tout petit peu mon dossier patient. Et il y a la télé-expertise, c'est 2 médecins qui communiquent et qui échangent sur des données éventuellement médicales. Le Pass Mousso rentre en jeu. Vous voyez que cette chaîne-là, on a nous la possibilité de dire, écoutez, c'est un maillon, donc il ne faudrait pas casser la chaîne. Comme elle a dit, il y a une synergie qui se passe. Il y a la compétence des solutions, il y a la compétence même du métier, puisqu'il y a plusieurs acteurs qui viennent en jeu et nous permettent de dire, on ne va pas aller à l'échelle, comme on dit, Abidjan, parce qu'on a tendance à des Côte d'Ivoire Abidjan, à l'échelle de la sous-région et au-delà s'il le faut, parce que nous avons la possibilité de prendre différentes solutions et travailler. Marie-Laure, est-ce que tu peux juste rappeler d'un mot comment fonctionne Clicodoc, surtout le modèle économique et à qui ça s'adresse? Parce que Clicodoc, c'est plutôt les médecins qui financent, c'est-à-dire vous demandez un abonnement, je crois, aux médecins, aux professionnels de santé. Oui, alors, comme on a dit rapidement, il y a plusieurs niveaux. Quand on prend la prise de rendez-vous, en ligne, le modèle économique, c'est l'abonnement, que ce soit les cliniques. Et il faut savoir qu'il y a des entreprises aujourd'hui qui sont appelées éventuellement à la téléconsultation. Donc, il y a les entreprises qui payent un abonnement, il y a les cliniques, et le patient, lui, il ne s'occupe que de sa téléconsultation
où il paye effectivement sa consultation, que ce soit en suivi, en contrôle ou en consultation elle-même. Et comme on dit, on fait toujours appel à ce qu'on appelle les mutuelles doivent être sensibles maintenant à ce que ce soit pris en charge pour effectivement avoir un moindre coût pour toutes les populations. OK, bon, très bien, mais c'est clair. Et alors, du coup, le partenariat que vous avez, c'est un groupe qui vous a mis ensemble, qui va vous financer. C'est confidentiel, ou on peut en parler? On a dit c'est confidentiel. D'accord. Il faut quand même qu'on parle de ce groupe qui a eu vraiment, on a une chance de dire qu'on fait partie de ce groupe. Pour l'instant, on le garde un peu sous le coude, mais ils se reconnaîtront et ça sera officiel dans même pas un mois. Ben, à ce moment-là, on vient tous à Abidjan. Je serai là. OK, bon, on va passer à Philippe. Même question rapidement, parce que c'est vrai que l'heure tourne et Fabrice n'a pas parlé encore. Je veux dire, Fabrice va parler, mais... Donc, Philippe, même question à toi. Est-ce que tu peux nous dire, de ton point de vue aujourd'hui et de l'analyse du potentiel de développement qu'il y a au Cameroun, quels sont tes besoins en fait? Qu'est-ce qui ferait que tu pourrais faire plus, avoir une plus grande couverture géographique, un développement, on a vu un développement au niveau chiffre d'affaires, une croissance qui est assez impressionnante entre 2022 et 2023. Donc, aujourd'hui, comment tu gères cette croissance-là? Comment tu gères cette croissance et c'est quoi tes besoins prioritaires aujourd'hui? Aujourd'hui, prioritairement, notre objectif premier, il faut le dire, c'est l'argent. Après, parce que avec de l'argent, on peut faire pas mal de choses, surtout acquérir de la notoriété, parce qu'il faut savoir que les mentalités, elles doivent être changées. Et ça, c'est un processus. Il faut partir, il faut repartir, il faut convaincre, il faut consommer, il faut fidéliser. Et ça nécessite pas mal d'investissements. Pouvoir se positionner aujourd'hui comme étant la solution de premier recours en termes de soins de qualité en Afrique, ça nécessite beaucoup d'argent, ça nécessite de l'investissement en termes sur le plan marketing, sur le plan commercial, surtout même sur la stratégie à mettre en place. Avant de parler du côté opérationnel de la solution, parce qu'une fois qu'il y aura cette demande-là, il faut être capable de garantir tout le process opérationnel en faisant des investissements de terrain. Mais à côté de cet investissement-là, il y a un atout majeur qui nous serait important, et je pense que là, on est sur la bonne tribune aujourd'hui, d'être face au CIAN, c'est parce que quand j'ai présenté l'opportunité d'entreprendre, parmi les entreprises qui sont soignées aujourd'hui, que nous soignons aujourd'hui, il y a plus de 50% de ces entreprises qui sont des entreprises françaises, des multinationales, qui sont représentées à l'échelle africaine, au Cameroun. Aujourd'hui, on voudrait que ces entreprises-là veuillent bien, en prenant le contexte à cœur, en prenant l'idée de nous aider à grandir à cœur, de nous signer des conventions qui vont nous permettre de nous déployer auprès de toutes leurs entités dans toute l'Afrique, ce qui permettrait aujourd'hui de multiplier le business model aujourd'hui dans l'échelle d'au moins une vingtaine de pays, seulement à partir d'une seule signature. Ça, c'est un premier point. Et ça, c'est le plan sur les entreprises qui vont consommer. L'intérêt, il est double. Déjà, c'est d'encourager une start-up qui se veut innovante et qui apporte de la valeur ajoutée, mais également de diminuer leurs charges en Afrique relatives à leurs dépenses pour la santé. Et à côté également, au-delà des entreprises qui consomment pour leurs employés, nous avons également ces entreprises qui sont des acteurs du secteur sanitaire en Afrique, sur le plan pharmaceutique, sur le plan des assurances, sur le plan des appareils médicaux, sur le plan de la fourniture même de services, qui devraient aussi être capables de se mettre en collaboration avec nous qui sommes des acteurs de terrain pour nous permettre de mieux nous déployer en Afrique grâce à leur notoriété, grâce à leur visibilité, grâce à leur investissement. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est les deux principaux éléments qu'il manque pour pouvoir nous développer et développer nos services à l'échelle camerounaise et à l'échelle africaine. OK, Philippe, merci. Je pense que c'est très clair. Moi, je vais me tourner maintenant vers Fabrice, puisque Fabrice, j'ai rappelé son rôle à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Je pense que par rapport à ce que tu as entendu, Fabrice, comment tu vois, toi, des opportunités de partenariat Europe-Afrique dans le domaine de l'innovation santé, qui est un secteur, on le voit, où il y a un développement vraiment très dynamique.
Première question. Et deuxièmement, par rapport à tout ce qu'on a dit, quelle stratégie un peu, ou tu vois, ou projet, initiative, on pourrait imaginer ou consolider pour justement accompagner tous ces partenariats et toutes ces startups dans ce domaine. Parce qu'il y a un potentiel qui est énorme, à la fois social, économique, humain, etc. Oui, tout à fait. Et alors, je précise que je suis au réseau Entreprise Europe Network, qui est un réseau qui existe partout dans les pays de l'Union européenne et qui est accueilli dans les chambres de commerce, agences de développement au sein de l'Union européenne, et qui est un réseau qui est animé par la Commission européenne directement. Alors, que faisons-nous? Et bien sûr, je vais tenter de répondre à la question. Notre rôle majeur, c'est de faciliter en fait l'entrée dans le marché unique, nos startups, PME, TPE, dans le domaine globalement technologique, de façon à aller sur les marchés solvables, les marchés européens importants, et bien sûr aussi sur d'autres marchés étrangers, notamment avec ceux avec lesquels on a des relations particulièrement importantes. C'est vrai avec l'Extrême-Orient, mais c'est vrai aussi avec l'Afrique. Alors pourquoi je dis ça? Parce que je pense que c'est une façon de tenter de vous répondre. C'est que moi j'ai entendu des choses qui me viennent souvent auprès de nos entreprises que nous avons en traitement, l'additionnalité des capacités, etc. Parce que je crois que c'est une mutation. Au niveau européen, c'est une mutation qui se passe depuis 3 ans. Moi-même, je peux témoigner que j'ai pas connu ça avant. On est dans un changement de paradigme absolu. C'est-à-dire que lorsqu'on travaille avec nos collègues africains, souvent des doubles nationaux d'ailleurs, dans le domaine de la santé, qu'il s'agisse de l'e-santé ou qu'il s'agisse de production d'injectables ou de produits pharmaceutiques, etc. Donc des projets qui sont parfois des projets plutôt des projets de prévention qui supposent plutôt des supports assez simples, jusqu'à vraiment de la production de haute technologie. La question fondamentale qui est posée maintenant, c'est comment faire un investissement en Afrique et qui soit sécurisé, dérisqué et utile à la communauté. Et au fond, c'est tout à fait l'écho qu'on a tous les jours et c'est bien ce dont vous parliez. C'est-à-dire, en fait, comment participer en termes d'investissement à la constitution de chaînes de valeur industrielles. C'est là qu'est le nerf de la guerre et c'est la façon avec laquelle la Commission européenne et ses relais, dont le réseau Entreprises Europe en fait partie, comment, en fait, faciliter les choses pour construire les chaînes de valeur industrielles et que l'ensemble des opérateurs, qu'ils soient franco-africains, qu'ils soient de nationalité ou français d'ailleurs, ou européens, puissent en fait aller en Afrique dans le domaine de la santé dans des conditions qui soient, je dirais, normées, qui soient internationalement reconnues. C'est en fait le vrai défi actuel qui est posé. Donc on passe vraiment d'une dimension essentiellement une démarche contributive. Bon, il y a un élément à apporter, éventuellement, on apporte une grille de compétences, puis ça s'arrête là. Là, vraiment, on est vraiment dans une logique de construction de chaînes de valeur industrielle pour que ce soit une opération gagnant-gagnant et trouver des solutions. Donc, c'est dans ce sens que j'essaie de vous répondre, parce que c'est pas facile de s'y retrouver, notamment quand on parle de financement. Effectivement, il y a quelques années, quand on a repensé un peu les relations entre l'Europe et l'Afrique, on partait du constat suivant, c'est que l'Afrique était essentiellement un marché d'importation. Jusqu'à ces dernières années, en gros, avant le Covid, l'Afrique n'était pas considérée comme un marché d'investissement. C'est un marché d'importation. En gros, pour un Européen qui cherche à aller sur le marché africain, c'est 65 milliards de consommation de soins de santé. C'est un peu plus de 260 000 établissements privés publics dans le domaine de la santé publique et privée. Mais c'est aussi 300 000 tonnes de déchets qui représentent pratiquement l'équivalent de ce que fait l'Europe, dont 25% ne sont pas traités, dont certains posent vraiment des vrais problèmes. Alors, c'est aussi une importation de 14 milliards de produits pharmaceutiques. La France en importe 24. Donc, on voit qu'il y a une marge de progression considérable. Il y a eu des progrès considérables en matière de logistique santé. On est passé de 22 opérateurs en Afrique, je parle du continent, en matière de logistique santé, à 60. Donc, tout ce qui concerne la logistique frigorifique, etc., pour les injectables, etc. Donc, c'est un vrai sujet. Et on évoque maintenant dans les bureaux de la Commission européenne que l'Afrique va représenter 258 milliards de marché de l'industrie de santé en 2030, aux ans 2030. Ça représentait 14% des investissements mondiaux en matière d'industrie de santé, d'investissement dans l'industrie de santé. Donc, c'est considérable. C'est pas par hasard que la Banque africaine de développement a lancé un programme de 2 milliards pour un investissement productif
de production en matière d'anti-infectieux, par exemple, et avec un programme d'appui au domaine tech santé de plus de 350 millions. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la question, elle est bien comment maintenant nous, avec nos collègues africains, faire l'investissement productif qui soit gagnant-gagnant. C'est quand les Européens viennent en Afrique, ne soient pas en difficulté et que tout le monde se comprenne, à commencer par les opérateurs locaux. C'est bien sûr des manques entre des centrales d'achat qui fonctionnent et qui tournent, qui soient parfaitement fluides. On a encore des manques importants, donc participer à ça, construire ça, c'est important. Et c'est aussi les chaînes de valeur, c'est aussi les chaînes logistiques, et puis c'est la production locale à l'échelle africaine pour l'Afrique. Et là, il y a des ressources considérables, il y a une marge de production absolument considérable. Alors, pour vous répondre en matière de financement, effectivement, comme on l'a dit, le financement, c'est pas tout. Quand on a des idées, quand on est un jeune porteur de projet, qu'on est un start-upper euro-africain, je vais dire ça comme ça, c'est pas toujours simple. Quand on est intéressé par ce que peut apporter l'Europe, on n'est pas toujours, on est un peu perdu dans ce qui se passe. Alors, justement, le changement, je reviens sur ce que je disais au début, c'est que la Commission européenne, à travers ses financements à l'industrie, etc., a changé complètement son approche. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, elle souhaite, et c'est pour ça que le mot additionnalité est très important, et nous on l'a vécu dans le montage de projet, elle souhaite maintenant que lorsqu'on répond à des appels d'offres ou des appels à projets, il y ait vraiment la visibilité de briques financières apportées par d'autres, ou par d'autres bailleurs de fonds, qu'ils soient africains, qu'ils soient européens, ou qu'ils soient internationaux, privés, publics. C'est surtout ça qui est visé. C'est-à-dire qu'en fait, essayer de tous se mettre autour d'une table, pas venir seul ou partir seul en Afrique, mais venir à plusieurs, en syndication, venir à plusieurs, et bâtir ensemble plusieurs projets, en visant un ou deux pays, ou une ou deux structures, ou un ou deux bâtiments productifs, enfin un élément sur lequel il y a de la production à faire, pas tout seul, mais venir à plusieurs Européens ou plusieurs Africains, faire une co-construction. Et ça, c'est de plus en plus demandé dans les appels à projets que nous avons, et ça, c'est une vraie révolution. Alors, pour vous répondre, effectivement, là, l'Europe a mis en place, il y a maintenant quelques mois, dans le cadre de ce qu'elle fait pour ses propres ressortissants, donc les pays de l'Union, des programmes spécifiquement axés sur l'Afrique. Ces programmes rentrent dans les grands programmes qu'on appelle Horizon Europe-Afrique, qui sont en fait les grands programmes de recherche-développement et d'accélération en fait de la recherche visant le marché. Beaucoup de demandes viennent des relations euro-africaines, et c'est la raison pour laquelle ces programmes Horizon Europe-Afrique ont été construits et ils visent toute une série de thèmes, l'environnement, le climat, l'eau, etc., mais aussi la santé, aussi le domaine productif. Et ces programmes sont dotés de fonds d'environ un peu moins de 400 millions à peu près d'euros sur tous les 2 ans. Ça fonctionne par un système d'appel à projet. Et ces systèmes d'appel à projet permettent effectivement, sur un certain nombre de critères d'éligibilité, de faire venir en fait un ensemble d'acteurs, privés et publics, d'apporter d'autres briques de compétences en matière financière, montrer par exemple qu'un certain nombre d'éléments dans le projet qu'on dépose sont aussi financés par la Banque africaine de développement ou d'autres bailleurs de fonds. Et c'est comme ça qu'on devient de plus en plus un acteur référencé sur le marché africain et sur le marché international, et on sécurise finalement toute une démarche pour aller sur le marché africain. Alors, première dimension de ces financements d'Horizon Europe-Afrique, c'est les financements en abondement de ce que font les pays de manière bilatérale. Parfois, il y a vraiment des financements trop importants et donc la Commission européenne intervient en abondement. Et là, vous pouvez, entreprises, PME, start-up, postuler effectivement, mais en syndication. Il faut le faire en collectif et c'est là qu'il faut se faire aider parce qu'il faut se professionnaliser. Et ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup. On a des beaux projets qui ont été réalisés en Afrique, en syndication comme ça, à la fois avec les Européens, mais aussi des Africains. Fabrice, quand tu dis syndication, c'est l'idée de faire des consortiums, en fait. Tout à fait. Consortium, absolument. Dans le jargon de l'Union européenne. Voilà, tout à fait. C'est venir en consortium et à chaque fois faire travailler ou encourager nos collègues africains, qui parfois sont très partie prenante et très intéressés, qui sont souvent d'ailleurs aux premières loges, les faire entrer dans la danse dès le départ, en amont, dans la construction de projets. Donc, ces programmes-là interviennent en abondement de ce qui se fait en cadre bilatéral, mais ils interviennent aussi en financement direct de projets, là encore avec des critères d'éligibilité, de volumétrie. Alors, ça peut toucher la formation, ça peut toucher un investissement productif. Il y a plusieurs exemples. Les investissements Horizon Europe-Afrique ont par exemple beaucoup permis une amélioration en matière cadastrale sur les problèmes de gestion d'eau
de recyclage de l'eau, etc., milieu hospitalier, etc. Ça a aussi été des valeurs contributives importantes dans des projets autour des maladies chroniques, des choses comme ça. Donc, il y a vraiment eu des beaux projets qui ont été développés. Alors, effectivement, majoritairement en Afrique anglophone, pour des raisons tout simplement de volume et puis d'intervention. Mais on constate depuis un peu moins d'un an la montée en puissance de l'Afrique francophone qui s'intéresse de plus en plus à ce que fait l'Europe justement sur ces contrats-là. Je crois que c'est quelque chose qui n'est pas négligé. Je pense qu'il y a vraiment pour l'Afrique francophone une opportunité exceptionnelle de collaborer de manière un peu différente avec l'Europe dans ce cadre-là. OK. Est-ce on peut terminer là, te remercier sur cet éclairage qui est très intéressant, parce que je pense que ça emmène aussi peut-être des opportunités à analyser. Mais si on devait résumer, puisqu'il va falloir, comme on dit, bientôt atterrir, on arrive, il est bientôt 12h30. Je vois quand même plusieurs sujets sur lesquels, dans ce que vous avez dit, de l'expérience que vous avez fait remonter, des sujets sur lesquels il faudrait travailler. Et puis pourquoi pas transformer ça en programme, en projet qu'on pourrait réaliser ensemble, ou en tout cas faciliter ensemble. Le premier pour moi, c'est quand on regarde, parce que quand j'ai préparé cette table ronde, je me suis dit, mais où sont les outils qui permettent de cartographier les startups en e-santé en Afrique? Question, ce qui est fait au Cameroun sur l'hôpital à domicile, est-ce que c'est fait dans d'autres pays? Donc, premier sujet pour moi, pour nous, ça devrait être quel outil pour détecter et cartographier des solutions en matière dans l'innovation santé. Il y a la e-santé, on est bien d'accord, mais il n'y a pas que ça. Quand on parle d'innovation en santé, il y a d'autres aspects. Bien sûr, il ne faut pas oublier, je l'ai dit, tout ce qui concerne la logistique, le transport par drone, la lutte contre les faux médicaments. Il y a beaucoup d'aspects dans ce domaine-là. Mais quand on se pose la question, mais où est-ce que j'ai une carte? Est-ce que je peux consulter une base de données? Rien. Il y a quelques initiatives. Il y a la Fondation Pierre Fiable, par exemple, qui est un observatoire, mais ce sont les individus eux-mêmes qui doivent renseigner, et encore faut-il avoir le lien pour le faire. Et dans beaucoup de pays où je passe, je prends maintenant une demi-journée pour rencontrer les startups. C'est comme ça qu'on s'est connus en e-santé, parce que c'est un domaine dans lequel, je le disais, il y a un tel foisonnement. Mais quand on regarde au niveau global, il n'y a pas ce sujet. Donc ça, c'est une première chose. Mais c'est pas tout de détecter. Il faut permettre à ces startups de, quelque part, de pitcher, de se faire connaître, comme on le fait aujourd'hui, et analyser aussi leur modèle économique et la réponse qu'elles apportent, ces startups. Parce que toutes les solutions n'ont pas forcément un bel avenir, enfin, je veux dire, ou répondent pas à un besoin, etc. Donc, il y a ce besoin de constituer ce niveau de revue, on peut appeler ça de la tech review en anglais, une fois qu'on a détecté ces solutions, les analyser, regarder leur potentiel de développement, leur modèle économique, s'il est viable, et puis, troisième niveau, les mettre en contact avec des investisseurs et des financeurs. Et je pense que là, on a tous des rôles à jouer. Parce qu'on a vu, vous avez un modèle économique, vous avez les assurances, les entreprises, on a la Bill Gates, la Fondation Gates, avec qui on discute pour voir comment accompagner ces startups prometteuses dans le domaine de la e-santé, parce que très clairement, moi, quand je rencontre les startups en e-santé, ils me disent souvent, on est trop petit pour beaucoup de financeurs. On a besoin de 100 000, 150 000, 200 000 euros pour démarrer. Et quand vous parlez avec Gates, voilà, le ticket, c'est… Voilà, exactement. Donc, il y a besoin d'outils adaptés aux besoins aussi de développement de ces startups, d'accompagnement en marketing, peut-être en mentoring, d'accompagnement pour trouver des partenaires européens qui ont une expertise avec lesquels vous pouvez travailler. Donc là, on a un chantier devant nous. Et je pense qu'on pourrait, dans une prochaine étape, peut-être vous faire part de où on en est ce projet, d'ailleurs d'ici le mois de juin. Je pense le faire. Donc, voilà pour les pistes. Merci à tous, en tout cas. Et vous voyez qu'on a de belles choses encore à faire, certainement, dans ce domaine-là. On vous souhaite à tous les deux
un beau développement parce que du coup, vous avez du potentiel, et puis de trouver surtout des partenaires qui peuvent rapidement vous accompagner. Alors, je voudrais juste dire que la prochaine commission santé, on va justement aborder le sujet des faux médicaments. La lutte contre les faux médicaments, il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement sur le continent. Il y a une agence d'ailleurs qui va se mettre en place, la première agence africaine pour assurer la qualité. Il y a beaucoup d'initiatives, la Fondation Brazzaville avec laquelle on travaille, le LEM. Et donc, ce sera au mois de juin. On va trouver la date, on va vous tenir au courant de ce sujet. Mais en tout cas, une belle chose à faire. Il y a beaucoup de projets. Il y a des entreprises comme Orange et d'autres qui aussi financent ces projets. Donc voilà, on espère vous revoir à cette occasion-là. Non, mais d'abord, on se voit le 23 et le 18 août. Et avant, bien sûr, et avant. Voilà. Le 23, il y a notre assemblée générale et un déjeuner débat où l'invité sera Olivier Becht, le ministre des Affaires. Voilà. Bon, ça ne pas le 23, c'est jeudi. Oui. C'est jeudi. Oui, vous avez tout ça tout de suite. Voilà. Donc, et on vous encourage surtout pour tout ce que vous faites. C'est vraiment. Voilà. Oui, parce qu'on a appris beaucoup de choses et on a découvert vraiment des start-upers. C'est des gens qui ne dorment jamais. Hein. Voilà. Notre rôle de relais aussi nous a demandé d'être ambassadeur du volet Africa Tech, de Vivatech, une grande manifestation de la tech. Il y a toujours un volet santé. Et je sais que vous savez très bien postuler et gagner des prix, mais c'est toujours important d'être visible dans ces événements. Donc, tu fais bien de le dire parce que j'ai appris. Vivatech. Voilà, et ça va être bientôt à Paris. Alors, j'ai appris hier qu'on me demandait de présider justement une session de pitch sur cet événement. Donc, mais en tout cas, mais ça commence comme ça pour beaucoup. Donc, c'est important. En tout cas, on va vous remercier. À bientôt. Merci encore. Merci à toi.